La personne qui va créer son produit en tant qu'entrepreneur, elle y croit. Si elle n'y croit pas, c'est déjà que c'est pas le bon produit. Le concept de perfection, oui, on peut se dire j'attends l'idée parfaite. Le problème, c'est qu'on attend l'idée parfaite, on va toujours attendre, on va rien faire. Si tu dois forcer pour avoir ça que tu n'arrives pas à te visualiser toi-même dans ton business, ça va être compliqué parce que ton subconscient n'est pas encore prêt en fait à pouvoir accepter ça. Bienvenue sur Clever Podcast, le podcast où on parle business, stratégie et réussite sans langue de bois. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel, Jorge Liber. Entrepreneur avec plus de 15 ans d'expérience et fondateur de plusieurs entreprises à succès, dans cet épisode, Jorge ne vend pas de rêve, il partage une vraie masterclass. Que tu sois jeune et sans expérience sur ton CV ou que tu sois prêt à te lancer dans l'entrepreneuriat, cet échange va t'apporter des conseils concrets, des erreurs à éviter et des méthodes qui fonctionnent vraiment. Alors, installe-toi bien, ouvre tes notes, cet épisode pourrait bien marquer un tournant dans ton parcours. Comment commencer avec un CV peu fourni et comment décrocher des entretiens d'embauche malgré cela? En fait, c'est assez simple, un CV peu fourni, ça veut dire qu'une personne peut commencer à apprendre, à pouvoir réaliser des choses. Il faut commencer quelque part. Et donc, le fait d'avoir un CV peu fourni doit pouvoir refléter au niveau de la détermination qui va être exprimée lors du candidat, à pouvoir montrer sa motivation et ces éléments importants qu'il puisse apporter à l'entreprise, identifier les pain points potentiels et pouvoir soulever ça et montrer la plus-value qu'il va donner à l'entreprise cible dans laquelle il veut travailler. Tout va se passer alors à ce moment-là lors de l'entretien. Comment faire cette différence lors de l'entretien d'embauche quand on est face au recruteur? Donc en fait, je pense que ça commence avant l'entretien. Ça commence déjà à partir du moment où le premier contact téléphonique ou écrit ou email a été effectué. Il faut déjà pouvoir catcher l'attention de la personne. Comme on dit, les 20 premières secondes écrites que la personne va lire ton CV, ta lettre de motivation, et les 20 premières secondes également quand tu vas arriver dans la pièce, comment tu vas t'exprimer, la manière de pouvoir faire exprimer tes idées et surtout répondre à la candidature qui a été proposée et ne pas s'égarer. C'est le principal. Est-ce qu'un manque d'expérience peut devenir un vrai atout et comment ça peut se passer alors à ce moment-là? L'avantage du manque d'expérience, c'est que on ne peut qu'en acquérir de plus. Donc on commence bas et on ne peut que monter. Ça veut dire que l'expérience, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on va vous reprendre, qu'on va te reprendre, qu'on va t'arracher. C'est-à-dire que c'est pas comme un objet que tu vas perdre. L'expérience, tu peux la garder, tu peux la faire évoluer également et permettre d'avoir d'autres niveaux dans les compétences que tu vas viser pour avoir l'expérience dans un domaine précis. Et donc, ces éléments ne peuvent pas être retirés de ton cerveau, donc ça a été appris, c'est une connaissance. Et donc ces connaissances, cette expérience va te permettre de pouvoir te remettre en question, de pouvoir soulever des problèmes dans l'avenir, dans les divers travaux que tu vas avoir ou tu vas postuler. Et donc ça te permettra de pouvoir apprendre tes erreurs, comme on dit, de tes expériences et pouvoir te forger ça. Et après le 5e ou 6e travail, tu pourras avoir un CV rempli d'expériences probantes que tu pourras défendre devant la personne, de le recruteur ou la personne qui va t'engager. Je suppose qu'avant d'avoir créé donc les sociétés que tu possèdes, tu as été salarié aussi avant? Tout à fait, on a commencé évidemment comme salarié. Personnellement, c'était plutôt, on va dire, dans le sales administratif. Ensuite, voilà, les choses ont fait que l'envie de savoir, l'envie d'avoir plus, la curiosité qui a piqué un peu les choses et qui a avancé les choses, qui a précipité les choses, le fait de pouvoir comprendre comment fonctionne le business et ensuite le recréer et le dupliquer. Ça, c'est des éléments importants pour pouvoir réussir là-dedans. Est-ce qu'au moment de ton premier entretien, est-ce que tu as une anecdote, quand ton CV était encore peu fourni, est-ce que tu as une anecdote où tu as su, lors de l'entretien, convaincre juste en t'exprimant? Alors, le tout premier entretien, je me rappelle, c'était une offre d'emploi que j'avais vue dans le journal. À l'époque, on était en journal, on n'avait pas encore Internet. De cette manière-là, on n'utilisait pas de la même manière. Donc, je me suis présenté spontanément. J'ai appelé vers 13h et je me suis présenté au garage de voiture à 17h. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne m'a dit que j'avais pas de CV. Je lui ai simplement informé que j'étais motivé et déterminé. Et la preuve était que 4 heures plus tard, j'avais fixé le rendez-vous. J'étais venu par mes propres moyens à 18 ans. C'est pas le cas de tout le monde et donc j'ai pu lui montrer ma détermination et ma persévérance pour avoir ce travail. Pour tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo, il y a une question que tout le monde se pose, je suppose, c'est quelle est la bonne réponse à la fameuse question « Pourquoi on devrait vous choisir vous ?» Cette réponse, évidemment, elle est propre à chacun. Chacun va pouvoir identifier en fonction des éléments de la recherche, du poste. Dans des métiers, on va dire, où les compétences font la différence, il faut vraiment mettre en avant ce qu'on a, les soft skills qu'on a et les compétences qu'on peut mettre qui sont en adéquation avec le poste recherché.
Pour les autres postes où on va dire c'est moins de recherche de compétences particulières, là il faut faire la différence dans la masse de par sa motivation et sa détermination. Ok. Quand un candidat arrive stressé, quel conseil tu pourrais lui donner pour gérer cette pression? Déstresse directement, fais comme si tu étais avec tes amis, sois naturel, parle naturellement aux gens et ne laisse pas la pression venir saboter ton entretien parce qu'en fin de compte, quand tu auras terminé, mindset-toi que 15 minutes plus tard ou 30 minutes plus tard, tu seras sorti de l'entretien et que donc à ce moment-là, tu n'auras plus ta chance. La chance, tu l'as une fois, donc tu dois la prendre à ce moment-là. L'opportunité, elle passe. Elle repassera encore, c'est pas un souci, il faut s'entraîner. C'est la répétition qui fait que, c'est-à-dire que tu vas prendre X entretiens, le premier, tu vas peut-être pas le réussir correctement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est bon, tu vas y arriver. Pour un jeune qui arrive sans expérience sur son CV, qu'est-ce qu'on attend vraiment aujourd'hui d'un jeune qui sort de l'école, qui n'a pas d'expérience et qui arrive pour décrocher un entretien, pour décrocher un poste dans l'entreprise? En fait, aujourd'hui, les choses font que une personne qu'on engage qui n'a pas d'expérience doit pouvoir, encore une fois, démontrer une certaine détermination, une certaine envie d'apprendre et une certaine vision long terme également, en tout cas dans notre entreprise, parce que c'est du temps et de l'énergie qu'on va investir dans cette personne. Donc c'est un investissement financier, en ressources également, et surtout en temps. Et donc le temps et l'énergie sont des choses qu'on ne sait pas récupérer. On sait recréer de l'argent, recréer donc des contacts, mais la personne qui va arriver, il faut qu'elle puisse directement fitter. C'est ça qui est important en fait. Comment on peut répondre aux recruteurs quand on nous reproche le manque d'expérience? Il faut simplement lui dire qu'il faut commencer quelque part et que l'envie d'apprendre peut être plus grande que certains qui ont de l'expérience mais qui n'ont pas l'envie d'apprendre. C'est-à-dire qu'une personne qui connaît les choses mais qui veut pas les appliquer sera moins efficace qu'une personne qui connaît pas les choses et qui veut les appliquer et qui veut apprendre pour les appliquer après. C'est la grosse différence. Quelle est selon toi, alors à ce moment-là, les 3 choses qu'il faut absolument préparer avant son entretien? Première chose, je pense, qui est fondamentale, c'est quand on va en entretien, c'est qu'il faut se renseigner sur la cible. C'est-à-dire qu'il faut au moins connaître un minimum l'entreprise qu'on va aller visiter, connaître qui sont la hiérarchie, savoir la personne qui va te rencontrer, pour ne pas être désarçonné par cette personne. Bien souvent, les recruteurs sont des gens qui ont été formés pour justement effectuer ce recrutement, détecter les éléments psychologiques et et visuels, les éléments non verbaux qui vont en fait définir si le profil pourra convenir ou pas. Par exemple, le fait d'être stressé, de bouger partout, de pouvoir être énervé sur sa chaise sont des éléments que le recruteur va voir. Il va pas spécifiquement le dire, mais ça va tenir compte dans son subconscient et dans sa décision finale. C'est des choses qu'il va se rappeler. Il va s'en rappeler, il va voir si les gens étaient stressés, s'il était sur son téléphone souvent, s'il était fuyant au niveau du regard. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont pas certaines d'eux. Pour donner un exemple, ici en sales, nous, on travaille beaucoup dans le regard pour avoir un regard franc de la personne. Si la personne, on sait que déjà, elle n'est pas capable de tenir une conversation pendant 5 minutes les yeux dans les yeux, c'est déjà compliqué de savoir est-ce qu'elle va pas pouvoir refléter ces choses-là devant la clientèle. Donc, elle ne représentera pas comme il faut. Et donc, ce sera du wasting time pour tout le monde, encore une fois. Non seulement pour le client, pour l'entreprise, mais également pour la personne elle-même qui va se frustrer et se fatiguer. Quelles sont les 2 dernières choses alors à ce moment-là 2 dernières choses qu'il faut avoir, c'est pouvoir donc s'intéresser à l'entreprise, la première. La seconde également, pouvoir montrer de la motivation et de la détermination à réussir dans le poste pour lequel on a postulé. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont changeantes dans le sens où des gens postulent pour un métier, ce qu'on appelle aujourd'hui de bouche, et en fait ne sont pas motivés pour ce poste. Et là réside toute la différence, c'est que quand on va pour un poste pour lequel on a postulé, où on est motivé, on sait directement prendre avoir le bon discours vis-à-vis de la personne parce qu'on est motivé à rejoindre ce poste justement. Et la troisième chose à garder également, c'est se soigner évidemment d'un point de vue esthétique et physique, arriver de manière propre, décontractée ou pas en fonction du poste, chemise de rigueur ou pas en fonction, mais pas arriver comme un touriste. Ça c'est important, ça fait partie également du non-verbal et de la communication qu'on va refléter, de ce qu'on va dégager vis-à-vis du recruteur. Si on met le non-verbal et l'entretien de côté, est-ce que les diplômes sur un CV sont vraiment très importants dans le monde du travail actuel? Alors les diplômes ont une importance évidemment en fonction
les métiers qu'on va choisir. Donc, il y a des métiers qui le requièrent, par exemple tout ce qui est médical et autres. On ne pourrait pas imaginer qu'une personne travaille sans diplôme. Maintenant, dans d'autres secteurs comme la vente, par exemple, ce sont des compétences qu'on appelle plus du soft skills. Les diplômes sont intéressants, sont importants, mais derrière, c'est l'expérience qui va jouer le plus et le fait, encore une fois, la capacité de pouvoir apprendre qui va pouvoir être déterminant pour la réussite et l'acquisition du poste ou pas. Alors, quelle est la question en entretien que peu de gens préparent, mais qui pourrait faire la vraie différence si on y répond bien? Et toujours cette fameuse question, comme on dit, pourquoi vous? Et en fait, cette question à double tranchant nous demande une réflexion plus profonde sur ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et donc, du coup, l'importance de pouvoir avoir préparé ces éléments en amont prend tout son sens. Parce que si on ne sait pas dire pourquoi nous, en fait, on ne sait pas répondre au pourquoi. Le pourquoi étant très intéressant et important pour l'entreprise parce que pourquoi vous prendrez vous et pas un autre candidat? Donc, ça veut dire que le candidat qui va pouvoir être déterminant lors de cette question aura X% de chance en plus que le candidat qui ne pourra pas y répondre ou qui cherchera une autre question qui n'a pas forcément de pertinence, dans notre sens évidemment. Quand on veut lancer un projet, quelle est la première chose, le premier point où il faut être clair directement? Je pense qu'il faut d'abord être clair avec soi-même pour commencer, dans le sens que il faut d'abord vérifier par rapport à soi-même si on est prêt à pouvoir s'engager à mettre de l'énergie, le temps et potentiellement l'argent. Et si ces éléments sont déjà là, on peut choisir un business qui nous plaît. Maintenant, il y a également la partie où on va se poser la question en fait de est-ce que je suis fait pour ça ou est-ce que je suis pas fait pour ça? Est-ce que j'en suis capable ou pas? Et la meilleure des manières en fait, c'est se projeter. Donc, tu visualises ton projet, tu te dis voilà, dans mois 1, où est-ce que j'en serai? Mois 2, mois 3, mois 4 et ainsi de suite. Et si tu n'arrives pas à te projeter, c'est que c'est peut-être pas un business pour toi. Si tu arrives à te projeter, que tu te vois en train de réaliser ce business, de réussir, d'avoir des clients, faire réussir tes développements, ou bien créer des choses comme tu veux les créer, à ce moment-là, oui. Si tu dois forcer pour avoir ça, que tu n'arrives pas à te visualiser toi-même dans ton business, ça va être compliqué parce que ton subconscient n'est pas encore prêt en fait à pouvoir accepter ça. Il faut également vérifier si psychologiquement tu es capable de le faire par rapport à toi et vérifier les éléments par rapport à ton entourage. C'est-à-dire que cette décision va impacter ton entourage de manière significative. Elle va les impacter au niveau du temps, de l'énergie et financièrement également. Et il faut que ça puisse être en adéquation avec eux parce que si ce n'est pas le cas, ça va potentiellement créer des conflits dans l'avenir et on ne sait pas toujours faire marche arrière. Donc voilà. Tu as parlé de trouver ses clients. Est-ce que c'est important de trouver ses clients avant son produit? Concrètement, comment on peut trouver ses clients avant son produit? En fait, pour trouver ses clients, il faut d'abord analyser évidemment les pain points, pouvoir trouver une douleur à solutionner. On va prendre l'exemple ici des derniers jours où il a fait caniculaire. La douleur à solutionner était qu'il faisait trop chaud. Donc du coup, trouver ses clients, en fait, c'est les gens qui ont chaud. Donc qui va cartonner à ce moment-là? Ceux qui vendent des ventilateurs et des airs conditionnés. Donc là, il n'y a aucun problème. Ils vont trouver chaussures à leurs pieds parce qu'il y a une demande, il y a une pain point qui a été faite, par exemple. Et en fait, chaque service, chaque produit a son pain point et il faut pouvoir identifier ces éléments, pouvoir en fait avoir de l'empathie et se mettre à la place de la personne qui va utiliser le service ou le produit et se demander qu'est-ce qu'on va solutionner en utilisant ce produit, quel est le problème qui a été posé, quelle est la solution, est-ce que cette solution est pérenne dans le temps ou est-ce qu'elle est temporaire. Donc il y a ça également. Beaucoup de gens qui veulent se lancer aujourd'hui attendent d'avoir l'idée parfaite, qu'elle soit parfaitement faite, qu'elle soit parfaitement précise. Est-ce que tu penses que c'est mieux de se lancer ou d'attendre l'idée parfaite? Donc en fait, l'idée parfaite, le concept de perfection est déjà un concept qui est propre à chacun, dans le sens que la perfection de l'un n'est pas la perfection de l'autre et que c'est lié à des critères et des paramètres d'évaluation très personnels. Donc ça, c'est par rapport à ce qui est parfait. Donc pour donner un exemple concret, on va prendre des entreprises multinationales pour avoir un exemple frappant. Je vais prendre Apple. Apple fait des mises à jour sur iOS tous les 6 mois ou tous les X mois. Ça veut dire que eux-mêmes, ils ont besoin d'itérer et besoin d'évoluer. Quand on dit que la perfection n'existe pas, ça veut dire qu'il y a toujours moyen d'évoluer en fonction de ce qui se passe dans la conjoncture du produit qu'on va utiliser. En fait, il faut pouvoir analyser, se remettre en question de manière constante et pouvoir toujours rechercher à améliorer ce qui a été fait et pouvoir trouver des nouvelles choses par rapport à ça. Donc le concept de perfection, oui, on peut se dire j'attends l'idée parfaite. Le problème, c'est qu'on attend l'idée parfaite, on va toujours attendre, on va rien faire. Comme on dit en business, go getter. Il faut aller chercher.
Il faut pas commencer à attendre. Maintenant, il faut poser des bases, quelques fondations, évidemment, quelques validations avant de se lancer et pas aller dans le mur. Certains se lancent dans le mur, ont besoin de se prendre quelques briques pour comprendre après qu'ils doivent y réfléchir. C'est pas un souci. Chacun prend ses étapes et c'est un process qu'il faut faire en fonction de soi. Et on conseille toujours de pouvoir commencer à écrire sur un papier et valider ça sur une réflexion de minimum 1 à 2 semaines. Ok. On peut dire aujourd'hui que tu es un entrepreneur avec de l'expérience, plusieurs entreprises, plusieurs idées. Avec un œil expérimenté, quelle est l'erreur principale que tu peux voir chez les gens qui veulent se lancer actuellement, aujourd'hui dans le business? Donc en fait, en termes d'erreur, encore une fois, c'est une erreur, c'est spécifique à ma manière de voir les choses. Encore une fois, une erreur de l'un ne peut ne pas être une erreur pour un autre. Principalement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens sont dans la surformation. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir toutes les informations avant de commencer à mettre la main à la pâte. Et c'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Donc, il faut évidemment avoir une formation minimum de surcroît dans le secteur qu'on veut où on veut travailler. Maintenant, il ne faut pas tout connaître à 100% au jour 1 pour pouvoir cartonner. C'est-à-dire que on a besoin de faire des expériences qu'on appelle de l'A/B testing qui vont en fait parfaire cette formation. Et encore une fois, il faut pouvoir avoir du recul sur soi-même et faire son propre introspection et pouvoir avancer de cette manière-là. Comment on construit un projet qui tient la route sans perdre des mois à trop le théoriser? Encore une fois, il faut partir sur un minimum viable product, c'est le MVP comme on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre une partie du projet, chercher les éléments qui vont être différenciants tout de suite pour ta cible, donc pour tes clients à qui tu vas proposer tes produits et tes services. Il faut pouvoir avoir un produit minimum fit pour déjà tester l'attrait du marché. Une fois que ce minimum fit aura été validé, on peut aller à une step suivante avec un deuxième service ou produit qui va se rajouter et refaire le même principe d'A/B testing pour pouvoir voir par rapport à ton marché. Et certaines erreurs que les gens font, c'est se dire le produit me convient à moi personnellement en tant qu'entrepreneur, donc du coup il conviendra au marché. Non. Pour quelle raison? Bon, en fait parce que la personne qui va créer son produit en tant qu'entrepreneur, forcément, elle a la conviction dans ce produit. Elle y croit. Si elle n'y croit pas, c'est déjà que c'est pas le bon produit, premièrement. Mais ça crée également une dissonance dans le sens où la personne croit tellement à son produit qu'elle ne se met pas dans la peau de son futur client. Et donc, ça peut provoquer des frustrations parce qu'en fait, quand le produit va sortir, combien de produits on n'a pas vu qu'en fait ne servent à rien, qu'il y a toute une série de personnes qui l'utilisent, mais d'autres personnes ne l'utilisent pas parce que s'il n'y a pas eu de recherche de marché, donc d'où l'étude de marché doit être faite avant, voir quels sont, encore une fois, on va revenir au pain point qu'on va soulever et qui est la cible et dans quel contexte géographique et démographique on peut proposer ce produit ou ce service. Si on remarque que c'est un produit qui est pour un pourcentage très minime, il va falloir pouvoir le rentabiliser de manière plus importante. Et si on voit que c'est un produit qui est ce qu'on appelle dans le mass market, donc des produits de masse où on peut le proposer à des dizaines de milliers de personnes, là, à ce moment-là, on a déjà plus de chances d'avoir un produit fit. Pourquoi? Parce que sur 10 000 personnes, il y a plus de chances que 9 000 aiment le produit, plutôt que s'il y a 100 personnes, il y en a 80 qui aiment le produit. C'est évidemment tout de suite déséquilibré au niveau des chiffres. Ok. À quel moment on peut dire que alors l'idée est valide? L'idée est valide quand elle a été testée par un pourcentage donc de personnes, premièrement. Quand également des gens ont signé des bons de commande et quand on a pu avoir la confiance sur l'arrivée du marché, donc du produit. Pour donner l'exemple que nous on a fait quand on a sorti les terminaux de paiement en 2018, en fait on a simplement proposé à une cinquantaine de clients, on les a visités et ensuite on a fait notre speech commercial en proposant nos produits et services, mais on a vu que ça accrochait chez les gens parce qu'il y avait une douleur, on revient encore à ça, cette fameuse douleur qu'on solutionnait vis-à-vis des gens. Cette douleur était économique, pourquoi? Parce qu'ils payaient trop cher leurs frais d'opération, ils payaient trop cher les locations de terminaux, donc quand nous on est arrivé avec le même produit et service moins cher, le client a directement vu son avantage. Ça veut dire que il faut considérer que c'est l'avantage du client qui est plus important que notre avantage à nous. Notre avantage à nous, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on va toujours le chercher, mais c'est la personne qui va utiliser le produit et le service qui a besoin de connaître cet avantage significatif pour son business, pour lui-même. Ok, on insiste souvent sur l'importance d'avancer de manière agile. En quoi c'est essentiel d'avancer dans le business d'une manière agile et pas de foncer directement tête baissée?
En fait, la manière agile permet de pouvoir se remettre en question à des milestones bien précis. C'est-à-dire, ça permet de pouvoir faire une sorte d'introspection et une sorte d'évaluation sur ce qui a déjà été réalisé. C'est-à-dire que si on fonce tête baissée et qu'on va vers une direction, oui, on va y arriver, mais on va peut-être casser des œufs sur le chemin. Et donc ici, il est important de pouvoir tester, valider encore une fois ces choses-là et de se dire, voilà, je vais mettre des milestones dans mes réalisations de manière à pouvoir valider et revenir en arrière et itérer et modifier si besoin les choses pour que ça puisse fitter avec le marché et le produit. Selon toi, quelle est la traction qui montre que le projet commence à prendre ? La traction, en fait, est définie par l'engouement donc des prospects que tu vas visiter à pouvoir utiliser ton produit et service, à la possibilité de leur part de parler de ce produit et service à leur entourage aussi, et qui en fait va créer ce qu'on appelle justement l'attraction et qui va entraîner le produit de manière organique, c'est-à-dire que les gens vont parler de ton produit entre eux. Et donc, comme on dit toujours en marketing, c'est le bouche à oreille qui fait venir. Et donc, ça veut dire comme en immobilier ou dans plein de secteurs où le bouche à oreille a encore de longues années devant lui, si les gens sont de bons ambassadeurs pour ton produit, il est clair que ton produit pourra cartonner et donc ça va générer de l'attraction. Si maintenant, à contrario, les gens ne parlent pas de ton produit, ne génèrent pas de traction, pose-toi les bonnes questions pour voir si ce produit fit avec le marché, si tu es dans le bon marché, si tu as targeté les bonnes cibles et si ton produit finalement correspond à un public cible ou ne correspond qu'à toi. Et il est jamais trop tard pour changer de produit ou de service. Il faut pas être attaché à un produit ou à un service. Ça, c'est hyper important à stipuler aussi. En tant qu'entrepreneur, comment on peut sortir du fait de vouloir tout faire soi-même, de tout contrôler? Comment on peut savoir déléguer? C'est une question chaude, hein, évidemment, dans le sens qu'au début, on veut le faire parce qu'on se dit que si notre vision est appliquée à la lettre par nous-mêmes, les choses seront bien faites. Or qu'en vérité, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, les choses doivent être faites comme, on va dire, un pilote Pareto 80-20. Il faut se dire que si X% des personnes arrivent à faire au moins 80% de ce qu'on leur demande, après, on va pouvoir augmenter la capacité et travailler sur les 20% restants. Si toi-même, tu te disperses à vouloir faire en fait 20% de chaque métier, tu as compris que directement, tu vas pas pouvoir arriver à tes objectifs et cette frustration va se ressentir chez toi, mais également chez les gens que tu emploies parce qu'en fait, ce pourquoi tu les as engagés, ce pourquoi tu leur as demandé de faire des choses, en reprenant ce travail à leur place, en fait, ça va diminuer leur engagement et diminuer l'énergie qu'eux vont mettre dedans parce qu'ils vont se sentir, en fait, pas valorisés par rapport à ça parce que tu fais travailler à leur place. Et donc, du coup, si on fait travailler à sa place, les gens ne pensent pas qu'ils en sont capables et donc perdent de la confiance. Et donc, le fait de perdre de la confiance fait que tu feras moins ton travail avec performance par la suite et avec envie. Avec envie parce que tu es content de le faire. Si tu es content de le faire, tu vas le faire bien. Si tu n'es pas content de le faire, comme on dit, tu vas traîner la patte et malheureusement, tu le feras pas correctement et tu le feras à 40 ou 50% et 40 ou 50% ne répondront pas aux besoins de la personne qui est engagé et un travail correctement exécuté. Ok, on est d'accord qu'entreprendre, ça secoue. Comment tu gères ça au quotidien, toi personnellement, le fait d'entreprendre chaque jour depuis plusieurs années? De mon côté, c'est une question de gestion de lifestyle, donc il faut pouvoir se mettre dans le mindset un certain lifestyle que tu vas te donner, pouvoir te mettre des routines quotidiennes, pouvoir te dire à quel moment tu vas faire tels éléments, pouvoir définir un planning des activités et pouvoir surtout sortir des codes qu'on t'a mis dans le programme de base qui sont de travailler de telle à telle heure ou alors faire tels éléments, se rendre à tels endroits et surtout pouvoir sortir d'une routine quotidienne qui n'est pas en fait celle que tu voudrais avoir. Tu dois créer ta propre routine, faire des choses qui conviennent et qui soient alignées avec tes business, avec tes valeurs et en adéquation avec ce que tu veux réaliser. C'est ça le principal, je pense. Donc c'est un vrai style de vie, alors comme tu as dit. C'est obligé. Personne ne peut se dire salarié comme ça. Quand on choisit le mode salarié, ça veut dire qu'on veut attribuer une certaine partie de son temps pour une entreprise et qu'en fait, on va ouvrir cette partie de temps à une telle heure et la fermer à une autre heure. D'autres personnes, d'autres salariés, en fait, font des travailleurs supplémentaires parce qu'ils ont le souci du travail bien fait. Et en fait, ça correspond encore une fois à la confiance et à l'envie. Et donc, cette confiance, cette envie fait que tu as envie de faire plus. Et donc, comme on dit toujours, il faut toujours aller à l'extra miles. C'est-à-dire que si tu veux être salarié et que tu veux avoir des heures vraiment bien définies et ne pas te casser la tête après, cherche un métier où tu n'as pas besoin de réfléchir.
Si tu as un métier où tu as besoin de réfléchir, ou tu as des choses après où tu dois pouvoir te valoriser, que tu veux monter dans la hiérarchie, monter dans ton poste de catégorie, entre guillemets, à ce moment-là, ce qui est possible, c'est de pouvoir en fait travailler sur toi-même et donner l'extra mile pour ton travail, tout simplement. Et donc, quand tu donnes l'extra mile, comme on dit, les courageux sont toujours récompensés par diverses choses, en fait. Ça va se remarquer, ça va se voir, ton employeur va être content de ton travail et pourra te donner des responsabilités. Il va te faire confiance davantage et te permettra de pouvoir t'épanouir en plus, en fin de compte. Donc, on va repasser du côté entrepreneuriat maintenant. Si aujourd'hui, en 2025, tu avais 18 ans, sans aucune expérience dans le business que tu as pu développer actuellement, par où tu commencerais pour te lancer dans un projet à succès? On va dire que j'identifierais d'abord un produit ou un service qui devrait fitter avec le marché. Ensuite, je pense que la phase principale, c'est de pouvoir l'apprentissage, versus il y a une grosse quinzaine, vingtaine d'années, on n'avait pas les outils qu'on avait à disposition aujourd'hui, qui sont en fait tout simplement les IA, les vidéos, les tutos sur YouTube, comment y arriver en fait. C'est-à-dire que ces éléments donc on a dû se faire nous-mêmes, apprendre nous-mêmes en tombant, en chutant par diverses possibilités, diverses choses. Tous ces challenges aujourd'hui, on peut malheureusement pas les vivre à la place parce que l'expérience est plus importante, mais le fait d'être au courant des diverses écumes qui vont arriver sur le chemin, en fait, quand on sait ce qui peut arriver, on peut le prévoir. Quand on ne le sait pas, on ne sait pas le prévoir et c'est une fois que c'est dans tes pieds que tu as à viser à ce moment-là. Ça, c'est versus avant. Aujourd'hui, c'est clair que la formation sur ces éléments est très importante et évidemment, une recherche sur le market fit est très importante aussi. Donc, je commencerai par là et ensuite, j'y viserai évidemment des revenus récurrents, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut travailler parce que c'est ça la clé, en fait. Si tu veux être à succès après, tu dois pouvoir avoir des revenus récurrents, même quand tu dors, que l'argent puisse continuer à tomber. Si tu vises en tout cas une liberté financière d'un côté. D'accord, super. Merci beaucoup, Jorge. Top.